Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans cette deuxième partie de So Sweet Planet avec Marie-Monique Robin pour parler de son livre La fabrique des pandémies et de son futur documentaire qui va suivre le livre. Et dans le chapitre 3, donc, qui est consacré au lien entre la biodiversité et les maladies infectieuses, tu l'ouvres avec une interview de Anne Larigauderie de la plateforme intergouvernementale d'expertise sur la biodiversité et les services écosystémiques que l'on connaît, enfin moi que je connaissais sous le nom plus commun de IPBES, créée en 2012 sur le modèle du GIEC. Et tu attires notre attention sur le fait que, je te cite, en mai 2019, 150 experts en sciences naturelles et sociales, issus de 50 pays et appuyés par 250 scientifiques d'autres disciplines, ont rendu un premier rapport de 1700 pages qui faisait la synthèse de 15 000 références bibliographiques sur l'état de la biodiversité. Bon, on voit que c'est quand même pas du travail fait sur le coin de la table, hein. On est quand même dans des rapports qui tiennent la route. Et qu'est-ce qu'on apprenait dans ce rapport ? C'était le premier rapport de l'IPBES. Donc, sur 8 millions d'espèces identifiées animales ou végétales, 1 million sont menacées d'extinction. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Absolument énorme. Donc, ça concerne tous les organismes vivants, dont un tiers des mammifères, un sixième des oiseaux, de mémoire, parce que j'ai donné tout ça dans mon livre, mais les insectes, évidemment, les mammifères marins, les coraux. C'est impressionnant. On est entré dans la 6e extinction des espèces. Alors, je vais quand même souligner que c'est pas rien, quoi. Que la 5e, la dernière, c'était il y a 65 millions d'années quand les dinosaures ont disparu. Et elle n'était pas due à l'activité de l'homme. Non, alors elle était certainement due à un météorite qui est tombé du côté du Mexique d'ailleurs, mais qui a entraîné, 80% de la disparition de la vie sur Terre, les dinosaures étant emblématiques, mais voilà. Et celle d'avant, c'était la 4e, c'était 250 millions d'années. C'était provoqué par un dérèglement climatique qui a mis 100 000 ans. Nous, on fait ça en 200 ans. Donc, voilà. Donc, c'est absolument énorme. Et ce qui est incroyable, et ce que se rappellent toujours ces scientifiques que j'ai interviewés, c'est que nous sommes vraiment des bipèdes très arrogants, quoi. Comment peut-on imaginer que nous soyons rentrés dans la 6e extinction des espèces, qui se voit, donc les vertébrés, on a vu là récemment les derniers chiffres, 60% des vertébrés ont disparu au cours des 40 dernières années. Oui, les oiseaux, les insectes, les poissons. Voilà. Comment peut-on imaginer que ça continue, cette extinction des espèces, et que nous n'allons pas être impactés ? Mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, et les scientifiques non plus, parce que c'est vraiment, il faut qu'on revoie vraiment notre rapport au vivant, quoi, qu'on considère véritablement qu'on fait partie de ce vivant, et que si les mammifères disparaissent, nous sommes des mammifères, et que c'est pas possible que nous survivions, d'ailleurs, dans quel monde, parce qu'il n'y a plus d'oiseaux, c'est pas possible, quoi. Il y a une négation de l'interdépendance. Totalement. Qui est incroyable, en fait. Oui, absolument incroyable. Et surtout que, en fait, la plupart des personnes desquelles on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient conscients de cette interdépendance et ces problématiques, nos responsables politiques en premier, après évidemment aussi ceux des multinationales et tout ça, ce serait dans l'idéal. Et on voit bien que, c'est ce que je lisais aussi dans le livre de Séverine Codjo-Granvaux, puisque j'ai beaucoup cité ton livre hier dans son interview, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun, bien que ce soit deux livres très différents, mais on est toujours sur cette même problématique de cette négation de la part des personnes décisionnaires, ceux qui prennent les grandes décisions, donc ça peut être au niveau commercial, au niveau politique. Et alors au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture de ton livre, donc il y a de quoi devenir quand même passablement énervé, même si je sais que tu souhaites aussi qu'on en voit l'aspect positif, mais quand même, moi j'étais vraiment de plus en plus énervée en avançant et en voyant justement à quel point les décisions politiques n'ont pas été et ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux et donc des menaces qui pèsent sur nous. Par exemple, lorsque tu demandes à Anne Larigauderie quelles sont les motivations des dirigeants des États qui ont saisi l'IPBES pour faire un rapport, et elle répond beaucoup sont désemparés car le fait qu'il puisse y avoir un lien entre la biodiversité et l'émergence de maladies infectieuses ne fait pas du tout partie de leur mode de pensée. C'est même une vraie surprise. Dans nos sociétés modernes, la société, c'est la médecine. Quand on a un problème de virus, on essaie de le contrôler
en investissant massivement dans la recherche d'un vaccin, mais on ne se soucie pas de savoir d'où vient cette maladie. L'idée que la santé des humains soit liée à celle de l'environnement est largement méconnue dans les instances dirigeantes. Donc on voit qu'il y a urgence à ce que nos dirigeants qui pilotent la locomotive du train dans lequel nous sommes tous embarqués, même malgré nous, on voit qu'il y a urgence à ce que leur logiciel là, se mette, à ce qu'ils, eux, soient mis à jour, qu'il y ait une mise à jour de leur, dans leur esprit et qu'ils rattrapent leur retard. Mais est-ce que toi ou les scientifiques que tu as interrogés ont une idée de comment faire cette mise à jour système pour tout le monde là ? Pour toutes ces personnes qui continuent à nier, à prendre des décisions qui vont à l'encontre du bon sens, à ne pas vouloir prendre conscience, ou je ne sais même pas comment le formuler. Ben, tu sais, sur la couverture de mon livre, je cite Luc Ferry, notre ancien ministre de l'Éducation nationale, n'est-ce pas, qui a dit dans l'Express au printemps 2020, voir un lien entre la biodiversité et la pandémie ne relève pas de la science, relève du surréalisme, enfin une phrase comme ça. Ben voilà. En fait, on est dans le même cas finalement qu'il y a une quinzaine d'années avec le climat. On avait, les Claude Allègre et compagnie, voilà, les climato-sceptiques. Qui ont fait perdre tellement de temps, temps précieux, puisque maintenant on dit qu'on arrive à des stades irréversibles. Tout à fait. Mais on ne remet pas en cause la responsabilité de ces gens-là, quand même. C'est ça, moi, que je trouve incroyable, quoi. Bien sûr, climato-sceptiques comme Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation aussi, à qui on a vraiment largement donné la parole, voilà, qui nous a fait perdre un temps fou. Voilà. Et là, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire, moi, j'ai été surprise de découvrir, effectivement, à quel point la cause de la biodiversité, parce qu'en fait, c'est une même grande cause que celle du climat. Et en plus, ils ont les mêmes origines. Hein. C'est ça qui est incroyable dans cette affaire. C'est tous les gros problèmes là maintenant de la planète qui nous concernent tous, qu'on ne peut plus continuer à avancer sans s'en préoccuper, ont la même origine apparemment. Bien sûr. Ce qui fait d'ailleurs que les hommes politiques auraient vraiment intérêt à comprendre ça, parce que s'ils prenaient des mesures efficaces, eh bien, ils pourraient à la fois protéger le climat, la biodiversité et notre santé. Donc, c'est du gagnant-gagnant-gagnant, win-win-win, on dit en anglais. Donc, voilà, quand on est intéressé, quand on est un homme politique par prendre des mesures qui servent à quelque chose, eh ben là, vraiment, on est... Voilà. Mais pour l'instant, on est dans le déni. D'ailleurs, dans le livre, j'explique comment cette notion de biodiversité est très récente, finalement. Hein. Alors, comprendre en plus que non seulement, voilà, la biodiversité, c'est... Voilà, on veut la protéger parce que c'est un supplément d'âme pour, comme je dis, bobo écolo à vélo, voilà. Eh ben non. Sans biodiversité, on ne peut pas vivre, tout simplement. C'est impossible. Et quand on l'aura détruit, nous détruirons nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, on entraîne tout avec nous en plus. Hein. Même si on dit souvent que la planète nous survivra, que si l'humanité disparaît, les autres espèces pourront continuer à... Mais on entraîne quand même beaucoup de dégâts et puis beaucoup de souffrance aussi quand même. C'est ça, tout à fait. Pendant tout ce processus-là de dégradation. Et donc, il y a beaucoup de pépites en fait dans ce livre, et notamment le passage où Bruce Wilcox parle de la création des parcs nationaux. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant, cette fameuse grande idée des parcs nationaux. J'ai trouvé ça très intéressant alors que des voix se sont élevées récemment pour dénoncer cette forme de colonialisme vert. Je pense à Malcolm Ferdinand et Guillaume Blanc. Donc j'ai trouvé captivante ta discussion avec l'un de ceux qui a vécu et participé à la naissance de ce concept de parcs nationaux, qui le raconte de l'intérieur, ce moment, et avec un regard très critique aujourd'hui. Il dit: la conservation n'a aucun sens si on ne tient pas compte des communautés humaines qui vivent et cohabitent avec les espèces qu'on veut protéger. Et il nous resitue le contexte. Donc en 1976, lorsque l'UNESCO souhaite créer des réserves de biosphère, et il dit: l'objectif que nous partagions tous à l'époque était de protéger strictement 10% de la superficie d'un pays dans des parcs nationaux où les humains n'étaient pas autorisés à habiter ni vivre. Et ça devient très intéressant lorsque tu lui demandes: pourquoi avez-vous dit récemment que le concept de biodiversité est réductionniste et qu'il représente une construction sociale occidentale? Oui, tout à fait. Alors, ce Bruce Wilcox, c'était vraiment fascinant de discuter avec lui parce qu'il est très érudit et puis, comme tu dis, il a participé non seulement à la création aussi d'une nouvelle discipline qui est la biologie de la conservation, sous-entendu de la faune, enfin, sauvage, etc. Oui. Et aussi donc au développement par l'UNESCO des réserves de biosphère. Et d'ailleurs, l'UNESCO a fait un long parcours depuis. Hein, parce que, oui, on voit à la fin d'ailleurs qu'il y a eu des mises à jour là, de fait, par contre. Voilà. Oui, intéressantes. Et à un moment où les Occidentaux se disaient, parce que c'était surtout eux quand même,
attention, les éléphants vont disparaître, les panthères vont disparaître, etc. etc. Mais on est dans une logique de conservation, donc de mise sous cloche, en fait. Une portion de territoire partout, on la met sous cloche. Les humains, surtout, vous ne rentrez pas là-dedans, faites ce que vous voulez, détruisez-vous, faites à l'extérieur. Les humains locaux, qui habitaient là. On les met dehors, on les expulse. Tout à fait. Et là, il y a une grande remise en cause qui est faite par certains, parce que ce n'est pas encore le cas de toutes, y compris des ONG, par exemple, qui sont un peu montrés du doigt par les scientifiques parfois, spécialistes de la conservation, parce que de plus en plus. De plus en plus. Et on a même des noms actuels, de la philosophie et tout, qui voudraient protéger les animaux et puis voilà, et séparer des humains. Et lui, il dit, parce qu'en fait, le problème des parcs nationaux aujourd'hui, ils m'ont tous dit ça, quel que soit le continent d'où ils viennent, c'est que la pression démographique, justement, et la pauvreté fait que les populations, tant pis, elles rentrent dans les parcs maintenant, parce qu'elles ont besoin de bouffer, quoi. Et lui, il en est arrivé au bout du chemin, parce que il a fait plein de choses, ce Bruce Wilcox. Maintenant, il est retraité, il vit aussi à Bangkok, en Thaïlande, mais il continue de faire des travaux, etc. Mais il dit, on ne peut plus séparer la politique de la conservation de la préservation des humains, j'allais dire quasiment, quoi. Voilà, mais c'est ça. C'est ça, quoi, en fait. Oui. Et on verra d'ailleurs à la fin du livre comment des scientifiques développent des projets autour des parcs nationaux justement en se disant ça sert à rien de protéger les chimpanzés ou les lémuriens si on ne tient pas compte des difficultés de la vie des populations autour. Et d'ailleurs... Et ça, c'est récent. Ça, c'est tout à fait récent. Et c'est pour ça qu'il parle d'une construction sociale et occidentale. Donc, moi, je me souviens avoir appris à l'école le principe des chaînes alimentaires. On avait des dessins même, des espèces de cercles dans lesquels tel animal est mangé par tel autre, lui-même mangé par tel autre. Et on n'a plus beaucoup conscience, en fait, aujourd'hui, de cette notion d'équilibre dans les écosystèmes, que si à un moment une sorte d'animal est beaucoup plus importante, eh bien ça déséquilibre toute cette chaîne alimentaire. On apprenait ça en primaire, je crois. Et ces équilibres naturels sont assez extraordinaires, et on voit tout au long des études que tu cites que dès que les humains les perturbent, cela provoque des réactions en chaîne. Et ces équilibres, donc on le voit bien, sont précieux, ils sont fragiles, et les humains se comportent comme des bulldozers, au sens propre d'ailleurs, sans se soucier des conséquences de leurs actes. Dans Le Monde, selon Monsanto, tu démontrais déjà très bien, et dans d'autres documentaires d'ailleurs, comment des produits phytosanitaires perturbaient, vraiment des choses chimiques, perturbaient durablement le vivant, la faune, la flore, la santé humaine, et comment les intérêts économiques de la firme primaient sur ce respect du vivant. Et j'ai le sentiment, en lisant tout ce que disent ces scientifiques, que si l'on continue à ignorer ces avertissements, à écraser la biodiversité, à la piétiner, la machine va s'emballer, et ça semble déjà en route, ce phénomène d'emballement. Bien sûr. C'est fou parce que c'est notre génération, en fait. Je dis souvent ça quand je fais des conférences. Bon, moi, j'ai 60 ans, 35 ans de voyage, donc vraiment la période où tout s'est déglingué, en fait. Oui. Parce qu'on est arrivé... C'est des processus lents, la détérioration des écosystèmes, le climat. Mais à un moment, on voit bien qu'on est en train de passer des caps, là, et qu'on n'est pas loin de l'irréversible. Voilà. Et que ça s'emballe, parce qu'apparemment, même au niveau du climat, par rapport aux prévisions, il y a un phénomène d'emballement actuellement. Ce sont des phénomènes exponentiels. Donc, c'est-à-dire que quand tu passes des tipping points, on dit en anglais, des points de bascule, eh bien, la tendance, donc comme c'est exponentiel, s'emballe. Voilà. Et c'est vrai pour l'effondrement des écosystèmes, c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour tout ce qui est lié à la pollution. Enfin, on voit bien maintenant, il y a plein de villes du monde où tu ne peux plus respirer. Oui. C'est incroyable, quoi. En Inde et même au Népal, à Katmandou, quand on voit le Népal avec l'Everest et l'air pur et tout, et en fait, ils sont dans les villes les plus polluées du monde. Oui, tout à fait. Katmandou, moi j'y étais pas très longtemps pour un film, et c'est la première fois que j'y allais. J'avais une vision des années 70. Des années 70. Et là, j'étais impressionnée. C'en est loin maintenant. Moi, j'étais montée sur les temples pour faire des plans. Et mon camarade dit, on reviendra demain parce que c'est tout bouché. Je dis, non, demain, ça sera bouché pareil. C'est-à-dire que tu peux plus, c'est tellement pollué que tu peux plus... Il n'y a que quand ils ont eu... Là, ça y est, ils sont sortis du confinement. Mais en fait, c'est la seule période... Moi, j'ai des amis qui postaient sur Facebook. Ils disaient, on n'a jamais vu depuis Katmandou l'Himalaya comme ça, aussi nettement. Oui, bien sûr. Donc là, on est arrivé vraiment à des points... on sent bien que soit on réagit très, très... j'allais dire presque violemment, c'est-à-dire radicalement, c'est ça. Soit, pour moi, ça n'a jamais été aussi clair que ce processus dans lequel nous sommes embarqués risque de nous emmener vers véritablement l'effondrement. D'ailleurs, je cite un Américain dans ce livre, qui est un mathématicien extrêmement, très intéressant,
qui est très fort en maths, mais qui est aussi physicien. Enfin, ils ont plusieurs casquettes. D'ailleurs, tous ces scientifiques ont plusieurs casquettes dans mon livre. Hein, et qui a rentré dans un ordinateur plein de facteurs, enfin, etc., pour essayer de comprendre pourquoi des civilisations antérieures à la nôtre se sont effondrées. Oui, les Mayas et sur l'île de Pâques et tout ça. C'est ça. Et en fait, quand sa machine a mouliné, il y a 2 facteurs qui sont sortis et qui étaient très clairs et qui nous concernent vraiment, directement. Le premier facteur, c'est évidemment l'exploitation effrénée de ressources. Alors nous, on le fait au niveau global. Donc, oui, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Et puis, deuxièmement, les inégalités. Hein. Et ce qu'il appelle donc les élites, qui détournent une grande partie des richesses produites par ce qu'il appelle the commoners, c'est-à-dire les roturiers. Et qui fait qu'à un moment, quand les ressources sont vraiment épuisées, avec une composante climat d'ailleurs très importante, eh bien les roturiers meurent de faim, disparaissent. Les élites survivent un petit peu, puis après elles disparaissent aussi, quoi. Oui. Et c'est ça. Elles sont rattrapées d'ailleurs c'est ça qui est étonnant. Voilà. Dans cette étude. Et donc page 148, Christian Lanoux, ingénieur agronome et épidémiologiste qui dirige le département santé des plantes et environnement de l'INRA donc anciennement INRA et IRSTEA qui ont fusionné. Donc Christian Lanoux te dit que le modèle agro-industriel a porté cette fragilité au centuple, car dans un champ de blé moderne, toutes les plantes sont des clones. Quand un parasite y fait irruption, il se répand comme une traînée de poudre. Et en fait, si j'ai bien compris, on retrouve cette même problématique que dans l'élevage intensif. Oui, bien sûr. Bah oui. De vivants qui est un peu dégénéré en fait. Bah oui, parce qu'ils sont génétiquement tous similaires, hein, c'est des clones. Alors, ce qu'explique Christian Lanoux, c'est ce que j'avais déjà moi-même montré dans d'autres films et livres, hein, comme Les Moissons du Futur, c'est que les monocultures, comme leur nom l'indique, c'est mono, donc c'est des plantes qui sont toutes pareilles, et ça crée une grande vulnérabilité, évidemment. Si un agent pathogène se met là-dedans, toute la culture est détruite. C'est facile de se répandre. Il dit que l'effet dilution, ils savent très bien que ça existe. Il donne l'exemple de la rouille du blé. Si tu as la même espèce de blé sur des centaines et des centaines d'hectares, sensible à la rouille, c'est un champignon qui se propage par des petites propagules, en fait, on appelle ça, qui va faire une petite lésion sur le blé, et puis c'est parti. Évidemment, si les blés sont tous identiques, eh bien, ton champ il est foutu. Si tu as mélangé dans ton champ différentes espèces de blé, dont certaines qui sont résistantes à la rouille, eh bien, tu dilues le risque, parce que les petites propagules, elles vont peut-être tomber sur un blé résistant, il ne passera rien, donc ils ne seront détruits que ceux qui ne sont pas résistants. Oui. Donc voilà. Et puis, tu peux comme la différence entre un troupeau, comme on peut voir dans les campagnes, des troupeaux qui peuvent rester de quelques animaux, et l'élevage intensif, où là, on doit les bourrer d'antibiotiques, parce que le fait d'être élevé de façon tellement anormale, de naître déjà ils naissent dans des petites cages, ils n'ont pas de contact avec la biodiversité, et d'après ce que j'ai compris, effectivement, ils deviennent beaucoup plus vulnérables et fragiles. Donc, entre l'agriculture intensive et l'élevage intensif, il est temps qu'on réfléchisse. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de Julian Huxley et de ce qu'il disait en 1968 ? Il dit déjà, en fait, cette préoccupation pour la biodiversité, ses liens avec la santé, etc., en fait, ça date de la grande époque coloniale aussi, en fait, où on voulait... C'est ça qui est étonnant, hein, où on se disait, parce qu'on voulait exploiter de manière la plus rentable possible les ressources des colonies, on établissait ce lien, justement, entre la biodiversité et la santé. Ça s'est perdu complètement. Et lui, déjà, il faisait ce lien, tout simplement, l'interconnexion, lors d'une conférence en 1968 de l'UNESCO, et qui a été évidemment bien oubliée. Hein. Oui, voilà, donc encore une de plus, quoi. Voilà, alors que déjà, les choses étaient posées et élucidées. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la méta-analyse de David Civitello et de l'accueil qu'elle a reçu aussi ? Alors, l'effet dilution, donc, que j'ai décrit tout à l'heure, qui marche très bien pour toutes les maladies vectorielles. Donc, il y a un vecteur, donc ça veut dire un tic, une tique, un moustique. Voilà. Et puis d'autres maladies, comme les maladies à hantavirus, etc. Et de plus en plus maintenant, au début c'était considéré comme une lubie d'écolo, parce qu'évidemment, ça consiste à dire que plus tu as biodiversité, moins tu es malade. On dit voilà, c'est pas mal ça, tu vois. Bon, sauf que c'est démontré, l'effet dilution est démontré. Et seulement, voilà, on constate quand même qu'il y a une petite tendance, alors pour l'instant c'est pas confirmé, parce que t'imagines ce que ça veut dire quand même. Imagine que les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement en France soient totalement convaincus aujourd'hui que, effectivement, quand on détruit la biodiversité, qu'on abat des arbres en Guyane, ça peut faire qu'on tombe malade en France ou ailleurs. Tu vois ce que ça veut dire.
Ça veut dire qu'il faut arrêter d'importer du soja transgénique d'Argentine pour nourrir les élevages industriels. Ça veut dire qu'il faut retirer à Total, notre Total national, son autorisation d'importer de l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans sa raffinerie de Med aux Bouches-du-Rhône. Autorisation qu'on vient d'accorder il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire plein de choses, quoi. Il y a eu pourtant beaucoup de mobilisation pour alerter sur les dégâts que ça causait. Exactement. Ça veut dire évidemment aussi, même chez nous, que évidemment on n'a pas le droit. Le gouvernement a fort heureusement décidé que Europa City ne verrait pas le jour. Moi, je suis la marraine du collectif contre Europa City. Mais là, en ce moment, ils sont en train de construire une gare de métro pour un métro qui aura peut-être lieu dans 10 ans, en pleine zone agricole. Donc ça veut dire qu'autour on va bétonner, qu'il faut arrêter de bétonner. Ça veut dire, parce qu'on découvre aussi dans le livre comment la biodiversité, c'est pas uniquement à l'autre bout du monde, mais c'est aussi chez nous. Oui. Quand on est tout petit, qu'on n'est pas exposé à de la biodiversité tout petit, eh bien, on affaiblit notre système immunitaire et on va donc être plus propice à avoir des allergies et des désordres inflammatoires. Très intéressantes les études aussi là, qui sont dans ton livre sur la microbiote et le fait que de bébé à 3-4 ans, c'est le fait d'être en contact ou non avec justement de la biodiversité, les pieds, les mains dans la terre, qu'on met à la bouche, voilà. puis Et en fait, quand on est dans le béton, on n'est pas exposé à tout ça et les études que tu cites montrent une grosse différence dans les défenses immunitaires et les maladies que les uns vont développer et pas les autres, ceux qui ont été en contact avec cette biodiversité. Pour moi, ça a été très très impressionnant parce que du coup, j'ai aussi compris pourquoi. Moi, je suis mère de 3 jeunes femmes qui ont entre 24 et 30 ans. Et dans leur entourage, je vois plein d'allergies. C'est quoi cette histoire, quoi ? Moi, quand j'étais gamine, elle n'était pas là. Ma fille est allergique au gluten ou intolérante le pollen, je sais pas quoi, le lactose. C'est dingue, le blanc d'œuf, c'est partout. Et là, j'ai compris. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la biodiversité, d'ailleurs. C'est le fait que ce sont des enfants qui n'ont pas été assez en contact. C'est très précis, les études, entre 0 et 2 ans. 0 et 2 ans. À la biodiversité, donc confrontés à des parasites, des microbes qui vont donc stimuler le système immunitaire et le former pour toute la vie, en fait. Et qui va faire aussi que, ensuite, tu ne développeras pas ces orages inflammatoires qui peuvent provoquer des allergies, mais qui sont liés aussi, qui sont les mêmes facteurs de comorbidité aujourd'hui de la Covid-19. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. On y revient. Et donc, c'est aussi la biodiversité intérieure. Donc, voilà, des études extraordinaires qui ont été menées. Il faut découvrir tout ça dans mon livre, mais c'est vraiment qui font le lien, du coup, là. Parce qu'en fait, ce modèle actuel a détruit la biodiversité, fait que des pathogènes sortent du bois, parce que nous, on les fait sortir du bois. Et en plus, on est très vulnérable parce que comme nous avons été aussi privés de biodiversité dans nos vies quotidiennes, dans les villes, etc., nous sommes plus fragiles. Et voilà comment on se retrouve dans une impasse. On parle d'ailleurs de 4e transition épidémiologique. C'est ce que dit Serge Morand. Et il rappelle que la première transition épidémiologique, c'était quand nous sommes, sortis d'Afrique, il y a 150 000 ans, c'est-à-dire les Homo sapiens, on va dire, faire court. Et on est parti avec un bagage infectieux qui était lié à nos ancêtres primates qu'on avait ensemble. Après, on a colonisé le monde. Et puis ensuite, c'est la 2e transition épidémiologique, c'est au moment de l'agriculture, la naissance de l'agriculture et de l'élevage. C'est le néolithique, il y a 10 000 ans. Et là, ça a été, d'ailleurs, je ne savais pas ça, à quel point le fait de domestiquer des animaux a fait qu'on a échangé plein d'agents pathogènes entre nous, quoi. Et c'est pour ça qu'on partage tellement de choses en commun avec les animaux domestiques. Mais là, ça a été un gros challenge, en fait, pour les humains qui sont tombés malades, les animaux aussi, on a échangé des maladies, etc. 3e transition épidémiologique, c'est quand la route de la soie, les échanges par bateau, le commerce s'est développé, et la colonisation, qui a conduit à la mort de millions, par exemple, d'Amérindiens, etc. Échange de maladies, de nouveau. Et puis la 4e, ça serait celle dans laquelle on est, c'est pas très rigolo, parce que c'est à la fois un risque de pandémie de maladies infectieuses énorme, et les maladies chroniques, qui est aussi un fardeau qu'on a tendance à oublier, parce que quand on compare le nombre de morts à la Covid et le nombre de morts des maladies chroniques, il n'y a pas photo quand même. Et maintenant, on a les deux. Et ça va, c'est très bien dit par les scientifiques, si on ne fait rien, ça va être un challenge énorme pour tous les services de médecine humaine et animale. Et dans cette étude, d'ailleurs, si je me souviens bien, les enfants les plus résistants, c'est dans l'étude aux États-Unis, là, c'était les enfants qui étaient nés sur des fermes, mais des fermes bio. Voilà. Tout à fait. Qui étaient confrontés, donc ça veut dire quoi ? Des enfants sont confrontés à du foin, à des vaches qui se baladent, et qu'on peut toucher, et à du lait non pasteurisé. Un peu de bactéries dans le lait, c'est très bon pour le système immunitaire.
c'est ce qu'on découvre dans le livre. Mais on le découvre dans une autre étude en Finlande. Un petit peu de bactéries dans l'eau, c'est pareil. Et donc, c'est tout le contraire. En Finlande et en Russie. Hein. Ouais, c'est ça. J'avais noté des études passionnantes qui devraient être largement diffusées d'ailleurs, parce que ça semble tellement élémentaire en fait ce qu'il en sort. Ouais. Sur le fait que les enfants soient un peu plus exposés, de les mettre en contact avec la terre, avec les arbres, avec les animaux aussi. Oui. Hein. Alors, Maria Yazdanbach. Oui. Maria Yazdanbach. Donc, le résume très bien. Elle dit « Le principe est simple. Pour se construire, le système immunitaire a besoin d'être mis à l'épreuve par les vieux amis de l'homme que sont les bactéries, les virus ou les parasites qui peuvent provenir de sources diverses et complémentaires. » Oui. Alors, pour moi, ce qui m'a le plus sidéré dans mon enquête, c'est le rôle des vers intestinaux. Alors, ça, c'est vraiment... Les vers intestinaux, alors évidemment, on ne parle pas des ténias, les oxures. Moi, quand j'étais gamine, je suis née sur une ferme, exactement la bonne ferme. Parce que, au début, en tout cas, parce qu'après, ça a changé, mais c'était des vaches qui mangeaient de l'herbe. Un truc quand même assez basique, finalement, quand on voit ce qu'on leur fait subir à ces pauvres vaches. Elles mangeaient de l'herbe, elles sortaient, on est rentré. Bon. Je me rappelle, j'allais chercher le lait non pasteurisé. Donc après, tu le faisais chauffer, tu avais une grosse couche de crème dessus. Moi aussi. C'était bon. On allait chercher le lait à la ferme, ça avait tellement un autre goût. Ah là là, voilà. Et il y avait du foin, évidemment. Même l'été, dès 8-9 ans, c'est moi qui tenais le tracteur pendant que les hommes derrière, parce que c'était plutôt les hommes, c'était très physique, chargeaient les bottes de... Voilà, la totale. Et j'ai pas d'asthme. Et j'ai pas d'allergie. Alors vraiment, mais exactement ce que démontrent les études américaines. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, au passage, petit clin d'œil, parce que notre président de la République a comparé les écolos à des Amish, donc les fameux Amish, qui sont une communauté arrivée d'Alsace et de Suisse au XVIIe siècle, qui continue de vivre habillés pareil, pas d'électricité. Bref. Et études dans les familles Amish. Incroyable. Ils ont prélevé des poussières dans les maisons Amish. Elles sont bourrées d'allergènes, mais les enfants n'ont pas d'allergie. Et donc, résultat, voilà. Clair et net. Clair et net. Et donc, les vers intestinaux, ça fait partie de ça. Moi, quand j'étais gamine, j'avais des vers intestinaux. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que les vieux amis de l'homme, c'est aussi les vers intestinaux, donc des petits vers, liés à des aliments un petit peu peut-être contaminés par quelque chose, mais c'est pas grave, c'est même tout le contraire. C'est que si tu es enfant et que tu es exposé à ces oxures petits, c'est très bon pour ton système immunitaire. Et c'est là que y a un parasitologue qui travaille sur l'évolution des helminthes. Les helminthes, c'est les vers, alors là, c'est sidérant, mais c'est fascinant aussi. Tu racontes comment ces helminthes, au cours d'évolution, de la coévolution avec les humains, parce qu'ils ont toujours colonisé les intestins des humains, n'est-ce pas ? Eh bien, ont développé des stratégies pour éviter d'être expulsés. Et notamment, quand on a un et on parle de choses microscopiques. Ah oui, on parle de choses microscopiques. C'est fascinant, qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de réflexion. Oui. Non, c'est la coévolution. Voilà. Et donc, en fait, quand un ver intestinal rentre dans l'intestin d'un enfant, eh bien, l'organisme déclenche une cellule qui s'appelle TH2, dont le but, c'est d'expulser le ver. Sauf que les vers petits malins dans la coévolution, ils ont développé une stratégie, ils produisent maintenant une protéine qui bloque la cellule TH2. Donc, pour pas se faire expulser. Et c'est super, parce que la cellule TH2, elle est liée aux orages inflammatoires. Quand tu la bloques, tu ne fais pas de réaction excessive inflammatoire, donc tu n'as pas d'allergie, tu n'as pas d'asthme. Et j'en reviens à la Hollandaise, qui a fait cette étude publiée dans Nature. Alors, je dis la Hollandaise, qui effectivement, elle a un nom, Maria, un peu compliqué. Eh bien, parce qu'une des questions, c'était pourquoi en Afrique, contrairement à ce que nous avait annoncé, il n'y a pas eu d'hécatombe du Covid-19. Et dans certains pays asiatiques aussi. Et en fait, c'est très précis cette étude aussi qu'elle a dirigée, donc, cette chercheuse de Hollande, avec des scientifiques africains. Ils ont regardé toutes les données, etc. Et ils se sont rendus compte que, effectivement, dans les zones rurales des pays africains et asiatiques, c'est 0 mort. Enfin, les chiffres, c'est rien du tout. Alors, la Thaïlande, c'est 58 morts pour 80 millions d'habitants. Enfin, Alors, pourquoi dans les villes ? Elle l'explique très bien, parce que dans les villes que tu prennes, Jakarta, New York ou Paris, et tout le monde, c'est l'uniformisation des modes de vie et alimentaires qui fait qu'on a les mêmes microbiotes, excuse-moi l'expression, de merde, c'est-à-dire de très mauvaise qualité.
Et donc, on a tous les mêmes pathologies, l'obésité, du diabète, qui se développent dans toutes les villes, où la malbouffe, évidemment, joue son rôle, parce que la malbouffe, souvent, est extrêmement, en plus, hygiénisée. Hein. Voilà. Il y a tout, quoi. Voilà. Et pourtant, Kouzmine, en milieu XXe siècle, Catherine Kouzmine, la scientifique russe, j'avais lu des livres d'elle, elle expliquait déjà, ça aussi, ça m'a toujours fasciné qu'on ait perdu tellement de temps, elle expliquait déjà le rôle, dans le bon sens et dans le mauvais sens, le rôle de la nourriture vivante et le mauvais rôle de la nourriture transformée, qui est dévitalisée et qui ne nous permet plus d'activer tout le bon fonctionnement du corps humain et des défenses immunitaires et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est confirmé, par exemple, l'interview que j'ai faite d'un virologue gabonais, Gaël Maganga, qui essayait de comprendre, ou Serge Morin en Thaïlande, pour ne prendre que, donc presque pas de morts, etc., dans les zones rurales. Et donc, ils ont identifié 3 facteurs. Après avoir évacué d'autres explications, comme celle, par exemple, qui ferait que les pays africains ou asiatiques ne seraient pas capables de dénombrer le nombre de cas. Et en fait, on a entendu ça. Ouais, il dit ça, c'est complètement dingue, parce qu'en fait, ce sont des pays qui sont confrontés à de nombreuses maladies infectieuses et qui savent, justement. Bon, voilà. Enfin, en bref, ils ont fait leur boulot. Ils ont constaté que dans les populations rurales, il y avait des anticorps au coronavirus, le SARS-CoV-2, donc ils ont bien été exposés, les gens, mais ils sont pas tombés malades ou ils sont pas morts surtout. Oui. Et trois explications. Oui. La première, l'hypothèse de la biodiversité. Ces populations rurales africaines et asiatiques ont des animaux qui ne sont pas parqués, qui se baladent, qui vont aux lisières des forêts où elles peuvent croiser des chauves-souris, qui ont des coronavirus qui ne sont pas forcément exactement le même que le SARS-CoV-2, mais ça suffit quand même pour créer une espèce d'immunité partagée. Voilà, c'est comme quand on a la grippe qui déferle sur un pays. Eh bien, certains sont protégés parce qu'ils ont eu une grippe il y a 10 ans, pas exactement la même, mais qui fait qu'il reste des anticorps qui servent. Voilà. Qui vont déjà amenuiser l'effet du... Tout à fait. Et ça a été démontré plein de fois, pour la grippe, par exemple. Deuxième explication, ils sont confrontés à une grande biodiversité depuis leur petite enfance. Donc, les enfants ont été exposés les vieux amis de l'homme, donc des parasites, des microbes, et donc ont développé une immunité qui leur permet de résister aux assauts du virus. Et 3, les vers intestinaux. Et ça m'a complètement sidéré. Et ça serait ça l'explication. Donc, ça expliquerait aussi pourquoi nous, les Occidentaux ou les urbains, pour parler de manière générale, sont les premières victimes de ces facteurs de comorbidité qui sont liés à des déséquilibres du microbiote. Et on sait qu'aujourd'hui, si on a de l'asthme, de l'hypertension, du diabète, eh bien, on est un facteur risque, quoi. On a un facteur risque pour développer une forme aiguë de la Covid-19. Ça remet aussi vachement de cohérence, en fait. On s'est résumé, là, ce que je dis, mais dans le bouquin, chacun apporte sa pierre pour comprendre ça. Ils sont prudents, parce que c'est pas l'une des hypothèses, ça a été publié dans Nature, c'est pas n'importe quoi. L'hypothèse à laquelle nous croyons le plus, c'est celle-là, parce qu'on peut pas expliquer autrement le fait que l'hécatombe qu'on avait prévu non seulement n'a pas eu lieu, mais c'est confirmé, quoi, aujourd'hui, en Afrique et en Asie. Et qu'est-ce que c'est One Health ? Alors, One Health, santé unique, ça veut dire une seule santé. C'est un concept qui est en ce moment, je dirais qu'elle va en poupe un peu quand même, parce que plus en plus de scientifiques s'y réfèrent, qui voudraient que, en fait, on arrête de séparer la médecine animale et la médecine humaine. Oui. Et d'ailleurs, souvent, on rappelle, certains scientifiques rappellent que jusqu'au XVIIIe siècle, c'était le cas, jusqu'à la création de la première école vétérinaire à Alfort, pour ce qui est de Alfortville en France. Mais avant, on était étudiants en médecine et on étudiait les pathologies humaines et animales ensemble, dans les mêmes amphis. Et c'est bien normal parce que, comme je disais, on partage beaucoup de gènes avec les animaux domestiques, mais aussi de pathologies. Et que c'est complètement un non-sens de séparer la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Et l'idée, c'est donc aussi de se dire qu'on ne peut pas dissocier les deux, que si on a des animaux malades, nous serons malades et vice-versa. Enfin, voilà. Et maintenant, petit à petit, se rajoute une troisième composante à ça, ce qui est plutôt le concept de la santé planétaire, promu par The Lancet, qui est un magazine britannique, la Rockefeller Foundation, etc., qui est de dire aussi que tout est lié à la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques et des humains. Et que si on sépare, on va à la catastrophe. Donc là, on arrive quand même à une révolution qui commence à s'inscrire. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, l'idée aussi, c'est d'avoir une vision holistique, comme on dit, globale de la santé. À l'interface, donc, écosystèmes, animaux, humains. Et ça,
Ça veut quand même dire une révolution, hein, parce que ça veut dire une révolution dans le domaine de la recherche, par exemple. Hein. Tous les scientifiques que j'ai interviewés, là, donc, pour eux, on est dans une impasse aussi parce que le mode de financement de la recherche, etc., n'est plus du tout adapté aux défis qui caractérise notre époque, qui est, je rappelle, l'époque de l'Anthropocène, hein, une nouvelle ère géologique où l'humain... On en a parlé avec François Gemel dans un précédent podcast. Voilà, où l'humain est la principale force géologique, si j'ose dire, de transformation de la vie sur la Terre. Quoi. Et ça, on a toutes les études aussi maintenant. Ah oui, non, voilà. Et donc, ils disent tous, à l'heure de l'Anthropocène, c'est quoi ? C'est le dérèglement climatique, c'est l'extinction de la biodiversité, c'est ce risque énorme sanitaire qu'on vient de décrire. Donc là, il faut changer de logiciel. Quoi. Tout dû à l'homme. Tout dû à l'homme, il faut changer de logiciel. Et ça veut dire notamment qu'il faut absolument créer des projets de recherche transdisciplinaires où chacun apporte son excellence, mais une vision globale en se disant mais je fais ça pourquoi en fait. Et donc on doit promouvoir une science des solutions parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. Mais ça va ébranler tous les silos là. Quand on parle de la science en silo, tous les silos qui sont là depuis des années. Donc on comprend que rien que l'idée suscite des résistances, des crispations et tout ce qui empêche qu'on avance plus vite en fait maintenant. Voilà, c'est ça. Et puis ça veut dire aussi qu'au niveau, alors c'est pareil, si on développe ça dans les gouvernements, eh bien c'est un non-sens que le ministère de la Santé travaille de son côté, le ministère de l'Agriculture suive une autre logique. Enfin, et il faut avoir une vision commune. Et c'est ça qui permettra de prendre des décisions et des mesures efficaces qui permettront à la fois de lutter contre le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité et ce risque infectieux, parce qu'encore une fois, tout est lié. Voilà. Et alors, le réchauffement climatique, donc, il inquiète aussi beaucoup tous les scientifiques que tu as interviewés, puisque pour les virus qui vont se trouver libérés du permafrost, au fur et à mesure de la fonte des glaces, alors là, c'est un festival qui nous attend. Oui. Alors ça, moi, j'ai passé donc, une partie d'un chapitre, parce que sinon, ça vaut un livre en tant que tel, évidemment. Mais évidemment que ça fait partie, parce qu'en fait, la destruction de la biodiversité, elle est aussi accélérée par le dérèglement climatique. Donc, vraiment, tout est vraiment lié, quoi. Et donc, voilà, j'ai notamment une scientifique de Suède qui a monté tout un programme interdisciplinaire et interpays dans le Grand Nord, avec des chercheurs russes, finlandais, etc., norvégiens, qui montrent comment le risque infectieux augmente aussi à cause de la, comme tu viens de le dire, de la fonte du permafrost. Rodolphe Gozlan dit qu'environ 80% des antibiotiques administrés via l'alimentation aux animaux aquatiques d'élevage donc, se disséminent dans les environnements voisins, eau et sédiments. Ça, c'était assez fascinant aussi à lire et assez inquiétant. Donc, ils y restent actifs pendant des mois à des concentrations permettant une pression sélective sur les communautés bactériennes, favorisant ainsi le développement de l'antibiorésistance. Qui considère aussi que par tous ces scientifiques comme un énorme enjeu de santé publique. L'antibiorésistance. Oui, l'antibiorésistance, parce que c'est aussi des nouvelles maladies infectieuses, en fait, parce que ce sont des maladies anciennes, mais qui deviennent... Alors, la tuberculose est un exemple, mais qui reprennent... Tu as vu, il y a de nouveaux cas de tuberculose, qui est donc résistante aux antibiotiques, mais il y a plein de problèmes avec l'antibiorésistance. Et les chiffres de gens concernés actuels et à venir, c'est impressionnant. Faramineux. Qui meurent chaque année parce qu'on ne peut pas les soigner, parce que les antibiotiques n'ont plus d'effet sur eux. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est complètement dingue de se dire, les vétérinaires, de leur côté, administrent des antibiotiques, y compris de manière préventive, à des animaux, que nous allons manger les animaux. Donc, et comme on est très proche d'eux, évidemment que nous allons récupérer les bactéries devenues résistantes. C'est ça aussi, One Health, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Parce qu'à un moment, évidemment, là, on va dans le mur. Et quand on y sera tous, c'est-à-dire que les bactéries sont tellement puissantes qu'on ne pourra plus les détruire. Bonjour les dégâts, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ça quand même. Hein. Et donc, pour terminer sur la santé planétaire, parce qu'il m'a semblé que c'était une des pistes où il y avait un peu d'espoir dans cette vision, dans cette approche. Concrètement, ils en sont où, les personnes qui défendent cette approche-là? Est-ce qu'ils arrivent à la faire passer? Est-ce qu'il y a des pays où, en politique, c'est déjà appliqué? Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des responsables politiques de pays qui se sont emparés de cette approche et qui essaient d'adapter un petit peu le système ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a pas de pays, de gouvernement. Mais en revanche, que disent ces scientifiques, et je trouve ça très intéressant, c'est qu'il faudrait de nouveau s'inspirer des savoirs traditionnels des peuples indigènes. Voilà, ça commence à émerger aussi ça commence à émerger, un peu partout. Des peuples premiers, appelons ça comme on veut. Voilà. Et moi, je donne l'exemple des Indiens Kogi en Colombie, parce que c'est assez extraordinaire. Une expérience qui a été faite avec des chamans Kogi. Alors, les Kogi sont donc c'est super cette expérience. Un peuple
dernier grand représentant des communautés préhispaniques, comme on dit, dans le nord de la Colombie, sur la côte Caraïbe, qui vivent dans la Sierra Nevada de Santa Marta. C'est la plus haute montagne du monde au bord de la mer, donc Caraïbes, puis on monte à 5000 mètres, donc énorme biodiversité, parce que là, il y a toutes les strates possibles à différentes altitudes. Et ce peuple Kogi, qui se définit comme les gardiens de la terre, c'est toute une histoire, a maintenu, malgré l'hostilité permanente, évidemment, un rapport avec l'environnement absolument incroyable, quoi. Et notamment les chamans, donc, qui sont à la fois les religieux et les médecins, les prêtres médecins de ce peuple. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Éric Julien, qui a aussi toute une histoire, qui a créé une association pour soutenir les Indiens Kogi qui essaient de récupérer les terres qu'on leur a volées. Oui, parce qu'il avait failli mourir et qu'il a été sauvé par des chamans. C'est ça. C'est un alpiniste de très haut niveau, mais qui a failli quand même mourir à 4000 et quelques mètres d'un œdème pulmonaire et qui a été sauvé par des Kogi qui passaient par là véritablement. Et par reconnaissance, du coup, il défend leur droit à la terre. C'est ça, tout à fait. Et lui, donc, il a organisé l'année dernière dans la Drôme, c'est assez génial comme expérience. Il va le refaire et je vais le filmer quand ça sera... Il se passe beaucoup de choses dans la Drôme. Ça fait plusieurs personnes que j'interviewe. Il y avait eu Colline Serrault qui m'avait pas mal parlé, évidemment, de l'école de Beauvallon. Et puis, après, j'ai aussi eu Maud Dugrand pour les expériences de démocratie participative qui sont aussi là-bas. Et donc, Éric Julien a fait venir 3 chamans et une vingtaine de scientifiques français. Moi, j'ai interviewé plusieurs d'entre eux. Et l'idée, c'était que pendant une semaine, de leur côté, les scientifiques devaient se débrouiller pour faire un diagnostic territorial autour de Diandrome. Il y a beaucoup de montagnes, je rappelle. Et les chamans faisaient comme ils voulaient, et pareil. Les chamans, ils ont fait quoi ? Ils sont partis marcher pendant une semaine dans la montagne. Observer. Et les scientifiques, eux, ils sont allés dans les bibliothèques, les archives, pour voir les rapports géologiques, etc. Puis après, ils devaient se retrouver et pendant 3 jours, échanger sur leurs observations. Et là, les scientifiques qui ont participé à cette expérience m'ont raconté, ils étaient absolument sidérés, quoi. Parce que les chamans, ils ont fait quoi ? Ils ont marché, ils s'arrêtaient, ils observaient. Mais ils sont arrivés à un bilan écologique, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire... la constitution du sol géologique, l'état de l'eau. Les arbres qui n'ont pas leur place à cet endroit-là. Voilà, les arbres qui n'ont pas leur place à cet endroit-là, qui ne savaient pas qu'effectivement, au XIXe siècle, on avait importé des sapins d'Autriche pour mettre là. C'est une absurdité parce que ça acidifie les sols et tout. Et eux, sans savoir rien de tout ça, parce qu'ils ne connaissaient même pas ces sapins, etc., on dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, cet arbre-là ? Ça ne va pas du tout, il faut l'enlever. Incroyable. Et les scientifiques me disant, en fait, en une semaine de marche et d'observation, ils ont réussi à faire un diagnostic que nous, scientifiques classiques, entre guillemets, on aurait mis 2 ans à faire, en faisant des prélèvements des carottes, je ne sais pas quoi, etc. Eux, ils avaient lu des rapports. Donc et voilà. Et donc, c'est ce lien intime avec l'environnement qui fait que, si on le retrouve, on pourra développer des bonnes stratégies pour ne pas être englouti par notre action destructive. C'est clair, quoi. Et là, c'est intéressant parce que tous ces scientifiques qui viennent de sciences dures en général, dures dans le sens... Ils sont virologues, ils sont parasitologues, etc. Ils se disent de plus en plus, il faut se rapprocher des anthropologues et des ethnologues et des sociologues. Il faut qu'on travaille ensemble, y compris avec les sciences dites pas dures, molles. Oui. Et voilà. Et ils disent aussi, il faut que nous réapprenions cette relation avec le vivant qu'ont les peuples indigènes. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Et d'ailleurs, j'ai interviewé un couple si passionnant qui vit en Canada. Elle est Louisa, ma fille, elle est ethno-linguiste. Et lui, il est écologue et économiste. Et ça, c'est un mariage assez peu probable, donc c'est pas mal. Et donc, elle m'a raconté comment... on parlait des cartes qui superposent la destruction de la biodiversité, des espèces menacées d'extinction et des foyers épidémiques, ça se superpose, mais tu en rajoutes une 4e qui se superpose là-dessus, c'est la disparition des langues parlées par des communautés indigènes. Et c'est très intéressant parce que quand ces langues disparaissent, et donc leurs locuteurs, qui peuvent être parfois aujourd'hui moins de 10 000, dans certaines ethnies, etc., c'est tout un savoir, et notamment des relations avec l'environnement qui disparaissent. Ce qu'on appelle les TEK en anglais, Traditional Environmental Knowledge, donc les connaissances environnementales traditionnelles. Et c'est ça qu'il faut réapprendre, en fait. C'est ce lien au vivant, qui est aussi une relation au vivant, quoi, qui va faire qu'on cesse de considérer
que nous sommes à côté, quoi. Oui. Et prendre de haut toutes ces sciences, parce qu'on Voilà. les a quand même bien méprisées depuis Bien sûr, longtemps. tout à fait. Voilà, et c'est pour ça que il faut préserver ces savoirs. Et ça veut dire aussi accepter d'en finir avec cette posture très arrogante, finalement, qui a conduit à la destruction de la biodiversité, mais aussi à toutes ces civilisations qui, des peuples premiers, quoi, hein, qui sont aussi menacés d'extinction, quoi. Oui. Et Séverine Cotjo-Granvaux, que j'interviewais hier, parle aussi dans son livre elle a philosophiquement et par plein d'angles différents essayé d'étudier dans l'histoire comment, dans notre comportement, on en est arrivé à vouloir, enfin surtout nous les Occidentaux, dominer. Donc, dominer la nature, dominer des êtres humains, dominer tout ce qu'on peut dominer, tout ce qu'il y a à dominer. Et c'est vraiment intéressant. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui en ce moment consacrent leur vie, comme toi avec ce travail, et comme les scientifiques, comme d'autres personnes que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, pour faire émerger cette conscience. Et finalement, j'espère que ça va avoir des signes assez rapidement du fait que non pas simplement quelques personnes à droite à gauche prennent conscience, parce que là on a besoin d'une prise de conscience de grande ampleur, si j'ai bien compris, pour que ça avance et qu'on évite le désastre. Il faut une prise de conscience des hommes et femmes politiques, parce que c'est ça, la question c'est on n'a plus le temps. Voilà. L'urgence, elle est vraiment absolue. Donc il ne faut pas des demi-mesures. Il faut des mesures qui sont bien identifiées, donc déjà le travail est fait pour ça, hein. Mais il faut avoir le courage politique de les prendre. Quand je disais il faut arrêter d'apporter du soja transgénique pour donner à bouffer à nos poules, nos vaches et nos cochons des élevages industriels, voilà. Il ne faut pas signer le traité de Mercosur parce qu'on ne veut plus importer de bœuf brésilien, parce qu'on a d'abord des éleveurs qui font très bien leur travail chez nous, qu'il faut manger moins de viande d'ailleurs au passage. Cette vision globale et holistique doit faire qu'on reconnecte les différents pans de l'économie, qu'on arrête de fonctionner. Moi, c'est tout un film et un livre que j'ai fait, Sacrée Croissance, qui fait que dans le calcul du PIB, le produit intérieur brut, quand tu déforestes, par exemple, c'est bon pour le PIB. Parce que voilà, tu génères une activité économique, c'est bon pour le PIB. Les aberrations de ces systèmes de pensée qui sont devenus complètement obsolètes et sur lesquels on fonctionne encore. Oui, ça veut dire intégrer les externalités, comme on dit, dans la manière de calculer, quoi, en fait. En fait, on ne sait pas compter ce qui compte. C'est ça le problème, et c'est un énorme problème. Donc, il faut vraiment espérer que cette prise de conscience aura lieu du côté de ceux qui ont les manettes, quoi. Parce que, évidemment, que chacun peut faire ce qu'il peut dans son coin, si j'ose dire, mais il faut changer d'échelle aussi, c'est ça. Évidemment que c'est une manière de... Ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. On sait que c'est important, c'est indispensable aussi. Bien sûr. Mais tout seul, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans une situation d'urgence absolue. Et donc, il faut absolument qu'on prenne des mesures qui font qu'on arrête de faire n'importe quoi. Parce que c'est ça quand même. On parle de l'après, avant et après Covid. Moi, je suis inquiète de voir qu'on est reparti dans les mêmes discours. Mais d'ailleurs, on n'entend plus beaucoup parler de cette histoire de monde d'après. Oui, monde d'après, voilà. Évidemment, parce ça a disparu très vite. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des scientifiques, ce qu'ils font, c'est vraiment aussi un cri d'alarme, en fait. En se disant, écoutez-nous, parce que voilà, et changeons de cap, quoi. Voilà. Oui. Et il faut écouter et il faut qu'ils agissent maintenant, concrètement. Alors, en conclusion, Marie-Monique Robin, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme signe d'espoir, une conclusion qui nous ouvre sur un peu d'espoir, de possible, de tous ces scientifiques et puis du documentaire qui est à venir. Je vais en parler pour terminer. Il faut chercher beaucoup. Ah oui, c'est pas facile du tout, hein. Donc voilà. Alors moi, ce que je trouvais quand même impressionnant, c'est que moi j'ai fait beaucoup d'interviews de scientifiques dans ma vie. Souvent c'était des lanceurs d'alerte, donc il fallait vraiment convaincre de parler, parce qu'ils couraient des risques importants, donc ils réfléchissaient avant de parler. Et bien là, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient un très grand désir de parler et de transmettre. Et ce qui est une bonne chose, parce que moi souvent j'ai dit aux scientifiques, mais parlez. Et ça y est, ils parlent. Donc ils parlent pour le climat, on voit des pétitions avec des centaines de scientifiques qui parlent pour la biodiversité maintenant. Alors après, est-ce qu'ils vont être écoutés ? Déjà, ils parlent. Donc si on ne les écoute pas, on n'aura plus l'excuse de ne pas les écouter. Voilà. Après, moi, je suis contente aussi par rapport au livre. Alors c'est un petit peu... Voilà, parce que je me rends compte que moi, je l'ai écrit beaucoup dans la douleur, ce livre, comme j'ai dit au début. Oui. Et j'ai plein de messages. Mais ça me fait vraiment plaisir. Sur Facebook, des lettres qui arrivent par l'éditeur et tout, qui me disent merci. Parce que vous remettez de la cohérence. Et ça fait du bien. Et ça me fait penser aussi à ce que m'ont dit mes filles,
qui sont de jeunes femmes étudiantes, je leur parlais de ce que je faisais, tout ça. Ah, maman, ça fait du bien. Je dis, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que tu te rends compte, on ne sait pas où on va, le masque, on nous dit que ça va durer, on ne sait pas combien de temps, on ne peut plus sortir. Oui. Mais c'est terrible, quoi. Quand tu as 25 ans ou 20 ans, tu vis dans un monde pareil. Je ne parle même pas des enfants. Et du coup, ce qu'on me dit, c'est qu'en remettant de la cohérence, c'est-à-dire que si tu peux identifier les causes qui font qu'on est arrivé dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est quand même assez dingue, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que tu peux agir. Et c'est beaucoup moins flippant, quand même, que d'être dans la situation dans laquelle nous sommes, mais sans savoir du tout si c'est à moitié, on ne sait pas, quoi. C'est un peu fatal, c'est pas fatal. Point de non-retour ou pas. Voilà. Alors, il y a urgence, évidemment, parce que le dérèglement, à la fois de la biodiversité, du climat, etc., s'emballe. Mais de remettre de la cohérence, c'est moins flippant, quand même. Parce qu'on s'est dit, voilà, OK, on sait d'où ça vient, donc maintenant, à nous d'agir. Et c'est ça que Et au moins, on a des raisons d'agir. Voilà, on peut se remonter les manches. On peut se remonter les manches donc, et se dire... Agir. Alors, quelquefois, moi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent aussi SoSweet Planet, j'ai tous les âges. J'ai aussi des très âgés, des seniors. Mais dans les jeunes, quelquefois, il y a une envie de faire des choses et puis un gros sentiment et d'impuissance et de ne pas savoir par où s'y prendre. Donc, je ne sais pas, peut-être que dans les pistes, on peut dire, déjà, il y a des associations. Alors, chacun, en fonction de sa sensibilité, peut rejoindre une association. L'un pour la protection de l'eau, l'autre des océans, l'autre, je ne sais pas. Mais déjà, de venir nourrir avec nos petites forces. Mais toutes ces petites forces, c'est ce qui fait la force de certaines ONG. On a vu avec notre affaire à tous, quand plusieurs ONG se sont rassemblées, que ça commence à avoir de l'impact, y compris médiatique. Et ça a quand même, l'impact médiatique a quelquefois une résonance chez les politiques qui ont intérêt à défendre aussi une certaine image. Donc voilà, est-ce que tu aurais d'autres idées de pistes qu'on pourrait donner ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, tiraillés en se disant qu'est-ce que je dois faire trouver sa place, y compris professionnelle, dans un monde comme ça, c'est pas simple. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'avoir des grandes envies et d'y aller, quoi. C'est-à-dire... il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire de la permaculture, qui voudraient que c'est possible, pas possible. Il faut y aller. Parce qu'en fait, c'est ça l'avenir. Et puis, ça fait du bien. Il y a plein de gens qui s'organisent partout pour faire des projets comme ça. Et bon, moi, parmi mes filles, par exemple, j'ai aussi ça dans ma famille et c'est très bien. Je lui ai dit, allez-y, perdez pas de... il faut continuer de se former, mais il y a plusieurs... L'avenir, c'est d'avoir plusieurs métiers, de savoir faire plusieurs choses et de retrouver le contact avec la terre d'une manière ou d'une autre. C'est très important. Voilà. Y compris pour leurs enfants. On en a parlé, le contact avec la terre pour la microbiote. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très positif de voir aussi des bacs plus, je sais pas quoi. Moi, j'ai déjà fait un film là-dessus, Sacrée Croissance, qui plaque tout pour aller. C'est bien, voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut faire des études, c'est pas le problème. C'est de se dire, il faut marcher sur deux jambes, quoi. Et peut-être qu'avec l'avenir, c'est ça, c'est de savoir réparer son vélo, de savoir semer des salades, prendre soin de la terre, voilà, et faire attention à ce qu'on mange, tout en faisant, ce qu'on veut. Mais voilà. Et il faut pas hésiter, parce que le vieux monde, de toute façon, il va s'écrouler. Donc, de toute façon, le nouveau monde, il faut le construire et il faut y aller, quoi. Voilà. Et il faut anticiper maintenant. Anticiper, on est déjà bien en retard, mais... Marie-Monique Robin, un grand merci pour ce temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, aussi à toutes celles et ceux qui vont écouter toute cette... C'est vraiment une mine de richesse, ce livre. Donc, je rappelle le titre, La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. C'est aux éditions La Découverte. Le livre est déjà dans le commerce, donc je vais mettre le lien, si vous écoutez le podcast, sur SoSweet Planet, le site, ou sur votre application de podcast. Regardez dans le petit texte descriptif du podcast, vous aurez les liens pour aller vers un site, le site des libraires indépendants. Vous pourrez commander pour aller soit retirer dans une librairie, soit vous faire expédier ce prodigieux travail. Donc maintenant, il va y avoir un documentaire. On rappelle que donc, tu as commencé à tourner il y a quelques jours au Mexique avec Juliette Binoche qui accompagne et qui soutient ce documentaire qui met en image ce qu'on a dans ce livre, puisque tu rencontres ces scientifiques cette fois-ci de visu. Est-ce qu'il y a un lien que l'on peut donner Internet, que je vais aussi mettre dans le texte parce qu'il y a du financement participatif, le budget n'est pas bouclé encore, bien que le tournage soit commencé, et tu as le mérite de le faire en production indépendante, donc là aussi c'est très précieux, surtout pour ce type de travail, l'indépendance. Donc est-ce que tu peux nous donner le lien sur lequel ceux qui voudraient soutenir le film
et y compris ensuite recevoir un DVD ou selon ce que l'on souhaite, comment on souhaite participer. Oui, le but, c'est que 20% du budget soit couvert par ce financement participatif. C'est soit préachat de DVD, donc vous l'achetez aujourd'hui et puis vous le recevrez par la poste, comme j'ai déjà fait. Ça marche parce que moi, je l'ai déjà fait bien avant qu'on se connaisse et j'ai reçu mon DVD, je confirme. Voilà, c'est comme le panier de la MAP. Pour ceux qui vont dans une MAP, on paye à l'avance et ça permet d'avoir la trésorerie, tout ça. Voilà. Où il y a une option un peu plus chère, 100 € DVD plus avant-première, parce qu'on va faire des avant-premières un peu partout. Et c'est 20% du budget, c'est pas mal. Et c'est aussi une communauté de citoyens. Donc, pour ceux qui soutiennent le projet, on a accès à des pages sur notre site qui permet petit à petit de découvrir plein de choses et de devenir soi-même un spécialiste de la biodiversité. C'est ça le but. Et des choses exclusives qui ne sont ni dans le livre, et qui ne seront pas dans le film non plus. C'est ça, tout à fait. Et donc, pour ça, il suffit d'aller sur le site de m2rfilm.com. Vous verrez tout de suite, vous cliquez La Fabrique des Pandémies et vous pouvez souscrire en ligne ou si vous n'aimez pas payer en ligne, c'est 30 € donc le DVD ou 100 € l'option plus. Voilà. Vous envoyez un chèque avec un petit. Et même dans le livre, et à la fin, il y a un petit bulletin de souscription. Voilà. Et l'idée étant qu'à terme, une fois qu'on a le budget, qu'on fait un magnifique film qui vous inspirera et tout ça, eh bien le film soit passé sur les chaînes, accessible en ligne, gratuitement, dans toutes les langues de l'UNESCO. Mais on n'est pas encore là, il faut déjà le faire. On a besoin de votre aide. Voilà, ce qu'on rappelle qu'un film, c'est quand même un gros travail, surtout là, il y a des déplacements, il faut les montrer, les images, il y a besoin de les tourner. Donc ça, c'est indispensable. Et puis un tournage, même en équipe réduite, c'est quand même une équipe. Et on n'est pas réduit, là, on est 5. Voilà. Parce qu'on veut pas justement, on veut de la qualité, parce qu'on va aller dans les plus beaux endroits encore de biodiversité. Donc 2 caméramans qui ont des caractéristiques différentes, un droniste ou droneur, ingénieur du son, Juliette qui vient, qui va jouer le lien, jouer entre guillemets, être le lien entre un grand public et les scientifiques. Donc c'est même pour moi une expérience de filmer comme ça, et qui va rencontrer les scientifiques avec mon soutien évidemment, mais l'idée c'est que comme elle a envie de comprendre et qu'elle n'y connaît rien, c'est un petit peu comme tout le monde. Eh bien, comme nous tous, c'est normal, on n'est pas experts et c'est tout à son honneur. Voilà, donc elle sera là. Donc on est 5, donc ça, c'est des déplacements, voilà. Et ensuite, pour les gens qui ne savent pas, il y a des mois de montage après quand on rentre, et ça aussi c'est du travail. Et voilà, et il y a aussi ces personnes qui travaillent sur les tournages sont des intermittents du spectacle et qui faut sont payer, aussi quand même. et qu'il faut payer, et c'est important de le dire parce que les intermittents du spectacle sont aussi en difficulté en ce moment, font partie des grandes victimes de la pandémie. Et je voulais souligner, parce qu'on peut être aussi soi-même quand on écoute en difficulté financière, et moi je l'ai été aussi plusieurs fois dans ma vie, je connais bien, mais on peut soutenir quand même, il faut le rappeler, en partageant sur les réseaux sociaux, parce que si on partage, même si soi-même on ne peut pas contribuer financièrement, peut-être que dans nos amis, dans nos connaissances, d'autres auront les moyens et auront envie de soutenir, donc il faut semer C'est ça, donc sur Facebook, par exemple, il y a une page Facebook, La Fabrique des Pandémies. Voilà. Et puis, on a fait un joli trailer avec Juliette Binoche et Rodolphe Gozlan au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est partenaire du film. Très beau, vous verrez, vous pouvez le faire circuler aussi. Avec le lien pour aider. Voilà, c'est ça. Et sur tous les réseaux sociaux, c'est bien, parce qu'effectivement, il faut que ça circule le plus possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne. Marie-Monique, vraiment bonne continuation. Surtout, je croise les doigts pour que ce film aille dans les meilleures conditions jusqu'au bout et qu'on puisse tous en profiter. Merci. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.